le professeur Cancellieri, ils ont donné à Bonifacio des pages tout à fait essentielles pour cette connaissance-là. Et nous n'aurons de cesse de leur rendre hommage, mais de lui rendre hommage en particulier ici aujourd'hui, puisque c'est le but. Voilà, je vais céder la parole au président Romagne et je vous souhaite un bon moment de jubilation intellectuelle en la mémoire de notre ami. Merci. Merci Alain. Bonsoir et bienvenue pour ce triste hommage. Mais Antoine Laurent était un homme gai et heureux, donc nous devons être ce soir aussi gai et heureux pour lui. Alors, à l'occasion du colloque qui lui avait été consacré par la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse en novembre 2014, dont le titre était « La société corse à l'époque génoise », j'avais eu déjà le douloureux honneur d'exprimer l'immense peine ressentie par la communauté universitaire à l'annonce du décès brutal et trop prématuré de notre ami Antoine Laurent. J'avais fait sa connaissance en 96-97 à l'occasion d'un colloque international consacré à Adolphe Landry, dont j'avais la charge à l'époque, mais c'est surtout à mon retour définitif en Corse après 2005 que j'ai vraiment eu le bonheur de le croiser et d'apprécier sa faconde, sa disponibilité, sa bonhomie et surtout sa très vaste érudition. Mais comme l'a si bien écrit son collègue et proche ami, le professeur Jean-André Cancellieri, qui est là parmi nous, la vertu qui caractérisait le mieux Antoine Laurent, en tant qu'homme comme en tant qu'intellectuel, c'était la fidélité. Ce que je retiendrai en plus quant à moi, et le nombre d'étudiants présents ici le confirme, c'est l'estime et l'affection que lui portaient ces étudiants. Et c'est d'ailleurs à leur initiative que la salle 23 de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, où il donna la plupart de ses enseignements pendant plus de 30 ans, porte désormais son nom. Je voudrais donc, pour conclure, féliciter et remercier les initiateurs, mes collègues ici présents, Eugène Guérard, Christophe Lutz et Didier Ray, ainsi que tous les contributeurs. Je n'avais pas encore eu l'occasion de feuilleter l'ouvrage, mais la liste est énorme et il y a là toutes les belles plumes de notre université. Donc tous les contributeurs à ces mélanges, en la mémoire de l'homme bon qu'il était, du pédagogue inspiré qui forma, et j'ajouterais qui charma des centaines d'étudiants, de l'ami sensible que toute la communauté universitaire cortenaise regrette profondément et salue avec profond respect et affliction. Ces écrits lui survivront longtemps, toujours, car ils sont plus durables que les reins. Je vous remercie. Bien, donc il me revient le privilège et l'honneur de parler après le président. Antoine Laurent me disait toujours, lorsque je partirai à la retraite, je voudrais que vous preniez la suite de la filière histoire. Bien évidemment, aujourd'hui, j'aurais voulu ne pas être là en tant que responsable de la filière histoire, puisque Antoine Laurent aurait toujours été là. Moi, je l'ai connu il y a presque aussi longtemps que le président, par ce livre sur Bonifacio, bien évidemment, puisque c'est un livre qui me tient à cœur aussi pour beaucoup de raisons. Et Alain est là pour en témoigner. Antoine Laurent, ça a été dit, c'était d'abord un enseignant qui était aimé de ses étudiants. N'oublions pas que c'est le fondateur de cette filière histoire, indispensable à l'université, surtout l'université de Corse. C'est un homme qui a, avec Jean bien sûr, avec Jean-André évidemment, rendant à César ce qui revient à César, qui a su se faire aimer de ses étudiants, qui a su également, n'oublions pas parce que c'est essentiel, donner le goût de l'histoire, le goût de la recherche, le goût du travail et le goût des choses bien faites. Et incontestablement, je crois que c'est là une des grandes leçons, la grande leçon qu'il faut retenir de la part d'Antoine Laurent, c'est cet amour pour la Corse, cet amour pour son histoire, et vraiment cette imprégnation de tous les jours de cette réalité insulaire, pluriséculaire. Gênes était son domaine de prédilection, mais pas seulement. C'est bien l'ensemble de l'histoire de la Corse qui était son domaine de travail. C'est pour ça aujourd'hui, je crois que la meilleure chose qui est à faire pour nous,
au-delà de ces discours, de cet hommage, bien évidemment, c'est la moindre des choses. Mais c'est, et là je m'adresse en particulier aux étudiants, c'est le goût fait cet intérêt pour notre histoire et de ne jamais oublier justement que cette histoire, elle est pour nous un élément essentiel de notre futur. C'est comme cela aussi que Antoine Laurent l'a concevait, c'est-à-dire nous aider à écrire un futur qui soit serein. Voilà, je vous remercie. Alors je tiens à remercier le président Paul-Marie, mon ami et collègue Paul-Marie Romagne, mon ami et collègue Didier Ray. Je remercie également Jean-André Cancelliere et puis le frère d'Antoine Laurent, Pierre Serpentini, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour la présentation de ce volume de mélange. Le président a rappelé combien Antoine Laurent a été, par ses travaux de recherche, mais également par son enseignement important au sein de cette université. Moi, j'ai eu, parler tout à l'heure de tristesse. Moi, je voudrais garder d'Antoine Laurent son sourire. Voilà. Je crois qu'il est parmi nous. Je crois également que ses collègues, mais également ses étudiants, poursuivent son œuvre, qui est une œuvre pionnière avec d'autres historiens. Je vois ici Jean-André Cancelliere, qui a participé une sorte de tandem à construire le département d'histoire au sein de cette université. Et je retiens ce sourire et cette générosité de la recherche, mais également du cœur, indissociable. C'était quelqu'un qui, ses étudiants trouvaient toujours une écoute bienveillante auprès de lui. C'était quelqu'un qui conseillait, qui faisait ce travail de conseil, d'accompagnement des étudiants au quotidien, et puis également sur le plan de la recherche. Et ce n'est quand même pas rien, ses travaux, le dictionnaire historique de la Corse, sa thèse consacrée à Bonifacio, l'hommage qui lui a été rendu par Emmanuel Leroy-Ladurie, parlant des études, des approches serpentiniennes, et je dirais cet adjectif n'est pas de moi, il est de Leroy-Ladurie, l'inscrit pleinement, parce qu'il a été l'élève à Nice de José Gentil da Silva, qui lui-même était élève de Fernand Braudel. Il est dans ce sillon-là, et je crois que l'Université de Corse s'honore d'avoir compté dans ses rangs un professeur comme Antoine Laurent. Alors, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est, avant peut-être de donner la parole à la salle, quelques collègues ou quelques étudiants pour des témoignages, c'est de peut-être, séquence un petit peu émotion, c'est de revoir Antoine Laurent quelques minutes à l'écran. J'ai demandé à mon ami Pedro Leg, qui est journaliste à France 3 Corse, de nous confier, de m'adresser le film. Il avait été invité sur le plateau de Pedro Leg. Alors, il s'exprime en Corse et il s'exprime sur son parcours, sur son enfance à Foggia, dans son village. Je crois que c'est non sans émotion qu'on va le revoir quelques minutes et ensuite on entrera dans cet échange avec le public. Voilà. Je dirais quelques mots, non pas sur l'ami seulement, ou sur le pédagogue. D'autres en ont parlé, en parleront non pas avec plus d'émotion que moi, mais sans doute mieux. Je dirais quelques mots sur le chercheur, sur l'historien, sur son métier d'historien. Et Antoine Laurent Serpentini, il l'a dit, cela a été dit par Eugène et par d'autres, suggéré, ses lecteurs le savent par ailleurs, le produit de la première école des Annales, de cette école studieuse qui croyait, à raison, je crois,
que l'objectivité historique ou quelque chose qui ressemble à la plus grande objectivité historique possible ne se trouve pas dans le document exceptionnel, dans le beau document qu'il faut rechercher et trouver aussi, mais c'est dans la série, dans le travail patient, le travail volontaire de mois, d'années, de dizaines d'années. Les thèses d'État, autrefois, demandaient 10 ou 15 ans ou 20 ans. Que c'est cette voie-là, cette voie du travail, de la patience, de l'abnégation et de la fidélité aux documents et à cette ligne de recherche qui me paraît caractériser Antoine Laurent Serpentin. C'est-à-dire qu'en un mot, il est sans doute, on n'est pas là pour faire des classements bien sûr, mais il est sans doute de tous nos historiens contemporains celui qui a joint le geste à la parole, celui qui a non seulement montré la voie de l'histoire sérielle, mais qui l'a pratiquée, qui l'a démontrée. Alors, pour prendre un exemple, alors cela s'est traduit en particulier par sa fidélité à la source notariale. Alors, pour prendre un exemple, il n'est pas le premier des historiens contemporains qui ont attiré l'attention sur ce gisement extraordinaire qui se trouve dans nos archives locales de Corse, aux archives départementales des 2 départements. Il n'est pas le premier. Par exemple, Francis Pompogne, dans son travail de jeunesse sur les notables ruraux, a montré la voie, a dit qu'il serait bon d'eux. Mais ensuite, il s'est bien gardé, appelé par d'autres tâches, de creuser cette piste d'une manière démonstrative. Tandis qu'Antoine Laurent, entendant le conseil justement de Francis Pompogne, a à travers sa thèse et à travers d'autres travaux et jusqu'à la fin de sa vie, montrer que c'est dans un travail d'histoire sérielle, d'histoire volontaire, en comptant et en démontrant par le comptage, il vient de le rappeler à propos de la mortalité, par exemple, à l'époque génoise, qu'on peut approcher, sinon atteindre, l'objectivité historique. Alors voilà ce qui me paraît le plus remarquable du point de vue, encore une fois, du métier d'historien, du point de vue professionnel en quelque sorte, auprès de notre ami disparu, dont par ailleurs les qualités humaines, la dimension amicale et pédagogique, ça a été rappelé aussi, mériteraient autant d'éloges et autant de rappels opportuns. Mais moi, je suis probablement celui qui connaissait le mieux Antoine Laurent Serpentin, puisque je suis celui qui l'a connu le premier. Parce que nous étions étudiants ensemble à Nice, lui était en histoire et moi en droit. Et puis surtout, nous avions une particularité, c'est qu'Antoine, d'une part, était socialiste, comme vous ne le savez pas. Moi, j'étais un peu plus à gauche, sérieusement plus à gauche. Et nous cultivions l'art de la controverse en permanence. Moi, le traitant de social-démocrate mou, et lui me traitant de révolutionnaire ayant la volonté de tout bousculer. C'était cette époque bénie où les étudiants, notamment, avaient envie de refaire le monde et le refaisaient à longueur de journée, voire à longueur de nuit dans les résidences universitaires niçoises. Donc, et nous sommes rencontrés là-bas et dans le hall de la cité Saint-Antoine, en particulier à Nice, cet exercice était pratiquement, bien que nocturne, était quotidien. Donc ça, c'est forgé une vieille amitié. Nous allions souvent manger des pizzas rue Masséna, histoire de nous sentir vivre, si je puis dire. Et ensuite, nous nous sommes rencontrés. Un jour, Antoine m'a téléphoné parce que je me suis essayé au métier de l'édition. Et Antoine, un jour, m'a téléphoné en me disant « J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble ». Et nous avons commencé avec ce magnifique ouvrage dont vous avez parlé, qui n'est pas présent ici, donc c'est une faute grave. Mais quand il a interviewé Pédroulec, on a pu le voir. Vous savez que Pédroulec a le bonheur d'avoir beaucoup d'intervieweurs et en l'occurrence, il a eu le privilège d'avoir Antoine Laurent avec lui. Donc, lorsque nous avons travaillé avec Antoine sur la cultivation, non, avant de travailler sur la cultivation, nous avons travaillé sur les grands textes du droit corse avec le professeur Coppola.
Et on a eu envie de continuer. Et donc, on a publié La Coltivation, qui a été un grand moment de travail ensemble. Antoine Laurent était un passionné, puis il était aussi un peu têtu. Hein. Il était aussi un peu têtu. Il était plein de particularités comme ça. Aujourd'hui, on lui rend hommage, mais il ne faut pas oublier les aspects où, par moment, il s'entêtait sur un certain nombre de choses. Et vous savez que les dialogues avec un éditeur sont toujours des dialogues difficiles, notamment quand l'auteur n'en fait qu'à sa tête. Bon, selon quoi il a bien raison, d'ailleurs. Hein, mais disons que ça a été, depuis ce moment-là, ça a été une collaboration très fructueuse. En tout cas, et au moment où j'en parle, empreinte d'une certaine nostalgie. Hein, ça a été, je dirais, un rapport d'amitié vraiment très fort. Et puis, il s'était forgé dans un cadre particulier. Et puis, vous savez, les choses perdurent. Et je dois dire qu'avec son décès, ça a été pas mal. Ça a été pour moi un moment un peu difficile, un peu délicat, un peu particulier, parce que tout remontait un petit peu à la surface. Voilà. Et on a continué donc à travailler ensemble. Et nous avions pour l'avenir, d'ailleurs, au moment de son décès, un certain nombre de projets. Et je suis content d'ailleurs qu'Eugène ait repris le flambeau pour diriger la collection, parce que je crois que ça lui faisait beaucoup plaisir que ça se passe comme ça. Voilà, c'est quelques mots que je pouvais dire pour saluer sa mémoire. Oui, après tout ce qui a été dit, il est certain que bon, je ne vais pas reprendre toutes à la fois les émotions et les louanges méritées. Bon, ça serait un peu fastidieux. Donc je vais dire juste deux mots qui ont été un petit peu introduits par M. Ferrologne. Je l'ai connu, je crois, au même moment à peu près, puisque j'étais assistant, je vous avais comme étudiant, mais j'étais en même temps étudiant à la faculté de lettres en histoire. Donc je rencontrais Antoine Laurent. Donc nous sommes ex-aequo ou à peu près. Bon. Et ensuite, j'ai un peu travaillé avec lui, vous l'avez évoqué, avec notamment ces grands textes du droit corse. Et c'est là que je voulais en venir. C'est que ces grands textes du droit corse, c'est un début. On devait continuer. D'ailleurs, au moment de son décès, il était question de continuer. Il est d'ailleurs sur le 4e de couverture, il est annoncé des ouvrages qui ne sont pas sortis. Il y a même une fois quelqu'un qui est venu me voir en me disant c'est inadmissible, vous ne continuez pas, c'est presque une escroquerie puisque vous avez vendu un ouvrage en disant qu'il y avait une suite et puis il n'y a pas de suite. Donc c'est peut-être un appel, parce que je ne pourrais pas le faire tout seul, un appel aux historiens, aux vrais, comme disait Ange Rovert, les vrais historiens qui sont à la faculté de lettres. Moi, je ne suis qu'un historien des facultés de droit. Donc, je fais un appel pour qu'on puisse continuer cette collection des grands textes du droit corse. Et puis, il y a une autre œuvre qu'il a laissée un petit peu, disons, en suspens. Enfin, c'est tout simplement le dictionnaire. C'est-à-dire qu'il, plusieurs fois, dans les derniers mois de sa vie, il me parlait de la 2e édition du dictionnaire. Et il me disait de collectionner des thèmes, enfin des alinéas qui manquaient, puisque lorsque le dictionnaire est sorti, certains esprits grincheux avaient trouvé qu'il manquait ceci, qu'il manquait cela, qu'on aurait pu parler de tel ou tel personnage, qu'on aurait pu parler de telle ou telle institution. Et donc, il y a là comment dirais-je, une seconde édition au moins qui est à faire. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ça montre qu'il est toujours parmi nous et qu'il y a une suite à donner. Alors, concernant les projets d'Antoine Laurent, moi j'ai eu le privilège douloureux d'accomplir l'un de ses derniers voyages, une de ses dernières missions dans les archives de Gênes. Je sais qu'il m'avait parlé longuement, mais je crois que Denis pourra en dire peut-être 2 mots, de son grand projet. C'était, parce que bon, je dirais,
on l'a suffisamment dit, hein, son œuvre, elle demeure hein, à travers ses ouvrages, ses articles, ses contributions, ses apports à l'histoire de la Corse, mais également à travers les travaux de ses étudiants. Hein, parce que à l'université, nous sommes les maillons d'une longue chaîne et nous sommes là de passage et il y a cette transmission qui s'opère. Et le grand projet d'Antoine Laurent, c'était enfin, l'un des projets, excepté bien évidemment la réédition du dictionnaire historique de la Corse, c'était d'élaborer une histoire collective, dont il aurait été le directeur, une histoire collective de l'agriculture en Corse. Et il me disait, lorsque nous étions à Gênes en mission, que... je pense qu'il avait raison, à travers l'histoire de l'agriculture, c'était l'histoire de la société corse qui apparaissait. Et cette histoire de l'agriculture, il la voyait de la préhistoire, donc une histoire globale hein, qui embrassait toutes les périodes et toutes les époques, de la préhistoire à nos jours. Voilà. Et un projet que la maladie et que le destin ne lui a pas laissé le temps, hélas, de réaliser, mais il avait ce projet lui tenait à cœur, et je sais qu'il avait jeté, moi j'ai gardé, je m'en souviens très bien, j'ai gardé les quelques idées, les quelques pistes qui étaient les siennes, et également des contributeurs éventuels à cette histoire de l'agriculture, et un petit peu aussi histoire économique hein, de la Corse. Alors je ne sais pas si... Dominique, si tu souhaites dire deux mots. Juste deux mots. Parce que tu l'as bien connu, toi. Oui, moi comme étudiante, pas toujours comme collègue. D'abord comme étudiante, et puis aussi parce qu'en fait, je le rappelais à Diago, ça a commencé bien sûr à l'époque du Palazzo Nazionale, parce que bien avant la salle 23, en fait, les Studigors, c'était le Palazzo Nazionale, et Antoine Laurent, tout le monde s'en souvient, au Palazzo Nazionale essentiellement, non seulement dans la bibliothèque, mais aussi dans cette grande salle dans laquelle il faisait cours. Et au départ, nous, étudiants de Studigors, c'est bien entendu, on souhaitait dans les premières années avoir nos cours en langue corse. Donc, en fait, je dis toujours Antoine Laurent, et souvent on en faisait débat, parce qu'on avait toujours ce côté aussi un peu conflictuel. On l'a forcé, je disais toujours, je t'ai forcé à faire trois choses. La première chose, quand il avait ses premiers cours, et vous l'avez vu, il s'exprimait très facilement en langue corse, mais ce n'était pas l'usage. Voilà. Et puis, en histoire, on pensait que sur le plan lexical, donc nous, on est monté au bureau en disant... nous, on aimerait bien, parce que vous êtes corsophone, que vous fassiez votre cours en langue corse. Voilà. Donc, ça a été un long débat avec lui. Et puis, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et très naturellement, on a eu nos premiers cours d'histoire moderne. Et on en était ravis en langue corse. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, ça a été quand même eh bien, l'occupation de la préfecture. Voilà, puisqu'avec Antoine Laurent, on a aussi occupé quand même la préfecture de Corse. C'est un long chemin pour quelqu'un comme Antoine Laurent, parce que, ma foi, il n'était pas tout à fait venu à l'université de Corse non plus pour faire partie des troublions au départ. Et puis, je crois qu'Antoine Aiello a eu la capacité, je dirais, allez, de le charmer presque. Hein, voilà. Donc, ce qui n'était pas gagné au départ, ni idéologiquement, ni sur le plan générationnel. Et je crois qu'Antoine Laurent, c'est quelqu'un qui avait la capacité de reconnaître, on va dire, la sincérité dans les convictions. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, en dehors de toutes les conflictualités, il était aussi convaincu par l'homme. Hein, donc, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et enfin, la troisième chose, c'est le Paoli. Parce que Jean-Yves s'en souviendra, comme ça a été difficile de faire le Paoli, parce que, évidemment, nous, on était toujours très pressés de faire l'expo et de faire l'ouvrage. Et Antoine Laurent, dans évidemment son objectivité, ce côté rigoureux et scrupuleux, nous demandait beaucoup plus de temps. Et nous avions décidé que ce Paoli se ferait au moment, effectivement, de l'exposition, etc. Donc, ça a été très, très difficile. Mais je crois que moi, personnellement, j'en garde évidemment de très bons souvenirs, même si les disputes étaient mémorables, parce qu'il avait la prétention de dire que j'étais plus têtu que lui, alors pas du tout. Hein. Des colères homériques voilà. d'Antoine Laurent. Donc, effectivement, mais en revanche, c'est quelqu'un, effectivement, qui, dans les dernières années, avec lequel nous avons beaucoup travaillé, puisqu'il y a eu ce Paoli, évidemment, en commun. Il y a eu aussi, évidemment, le dictionnaire de la Corse. Moi, personnellement, quand j'ai fait Azeti Manazante,
sur le plan des repères historiques, il était là aussi hein, pour consolider tout ça. Et c'est vrai qu'on a tous commencé par la lecture de la cultivation. Moi, je n'étais pas en histoire, c'est l'anthropologie qui est davantage ma discipline préférée, on va dire. Mais néanmoins, la cultivation, je m'y sentais très très bien dans la façon dont, justement, par le quotidien, il abordait les grands mouvements, les grands courants et à l'époque, l'histoire économique aussi de la Corse. Et puis enfin, moi, mon préféré, c'est quand même le Théodore de Neuhoff, parce qu'à un moment donné, moi, je disais toujours à Antoine, ben, il s'est lâché, quoi. À un moment donné, oui, il y a tout l'aspect, évidemment, documentation, il y a tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a aussi un homme qui se passionne pour un homme. Et le Théodore de Neuhoff, franchement, c'est quelque chose qui se lit à la fois de façon très facile, puis après, on y revient, parce qu'évidemment, sous la facilité de l'écriture, il y a une documentation juste énorme. Hein. Donc, moi, je pense que... Enfin, moi, j'y pense toujours avec beaucoup de... à la fois de complicité et en même temps, quelques anecdotes quand même assez importantes avec lui. Et bien entendu, il nous accompagne chaque fois que sur le plan historique, je le rappelais aussi dernièrement parce que un prêtre me faisait remarquer qu'en Corse, il y avait aujourd'hui 40 prêtres. Et combien de fois Antoine Laurent m'a fait remarquer qu'à l'époque de la piété baroque, au moment où tout le monde sans doute voulait s'acheter un coin de paradis, il fallait compter plus de 2000 prêtres en Corse, hein, pour justement que l'on puisse mesurer à quel point cet aspect religieux pouvait être important socialement et politiquement aussi, et économiquement, hein, parce que c'était une lourde charge, 2000 prêtres. Hein, donc à l'époque, voilà, juste ces deux mots. Merci Doumet. Oui, alors moi j'ai demandé la parole parce que je voudrais m'inscrire en faux contre ce qui a été dit. On vient de nous présenter, mais enfin on vient de nous présenter Antoine Laurent Serpentine comme un agitateur. Mais c'est tout à fait monstrueux. Non, je voulais rappeler une époque qui est... Voilà. Oui, l'agitateur. Je voulais rappeler une époque où les choses étaient extrêmement difficiles. Et le moindre progrès passait par l'édification de stratégies. Et alors, c'est, sans vouloir m'attarder sur cette époque-là, je voudrais insister sur le rôle qu'a pu jouer Antoine Laurent Serpentine et d'autres aussi, je pense à d'autres personnes qui sont assises à cette table, pour modérer ce que le mouvement, qui était un mouvement extrêmement justifié dans ses objectifs, dans sa légitimation, avait peut-être à certains moments la marque de l'excès, sinon de l'excès immédiat, de l'excès possible. Et on trouvait toujours à ce moment-là Antoine Laurent comme un modérateur, comme une personne qui s'attachait quelquefois contre ses convictions parce qu'il sentait que le parti adverse, pour dire les choses de manière très rapide, avait besoin de quelque chose qui ressemblerait non à un avocat mais à un médiateur. Il s'obligeait à remplir ce rôle-là et je pense que c'est une marque d'humanité et d'humanisme et d'implication militante, même si elle prenait les dehors dans une atmosphère générale qui poussait plutôt à l'émeute qu'à la conciliation, eh bien, c'était un apport extrêmement important. Voilà, je voulais simplement apporter ce témoignage. Merci. Et donc m'inscrire en faux. Alors nous avons la chance, dirais-je, d'avoir trois étudiants qui ont fait leur thèse sous la direction d'Antoine Laurent. Je veux mentionner Vanessa Alberti, Laetitia Castellani et Denis Jouffroy. Enfin, Denis, ça a été un peu plus compliqué. Hein, c'était inscrit sous la direction d'Antoine Laurent et puis Destin a voulu que tu n'accompagnes pas jusqu'au bout, j'allais dire, du processus, hein, de la thèse, mais peut-être un témoignage des trois, ou peut-être un de ces trois
Je pense que je vais parler au nom, au nom de nous trois. Voilà, simplement un petit témoignage parmi... je ne vais pas bien sûr répéter ce que vous avez dit avec conviction et sympathie. Simplement un témoignage d'étudiant. Voilà, un témoignage d'étudiant, ce que peut être le rapport d'un étudiant avec son directeur de thèse. Alors, là aussi, les identités sont plurielles. Avec Antoine Laurent Serpentini, c'était un plaisir également de pouvoir converser, de pouvoir échanger sur les problématiques, sur l'avancée des travaux, et en particulier de faire ce lien avec le terrain. Et nos rencontres souvent étaient, comment pourrais-je dire, externalisées du côté de Fujitia. Et ce rapport au village, ce rapport à la Corse rurale, était important. Et il avait cette Corse rurale chevillée au corps, véritablement. Et dans le suivi de nos travaux, je parle au nom de Vanessa et de Laetitia, c'était quand même un rapport très, très, très agréable dans le suivi du travail, avec une certaine rigueur et surtout une bienveillance, comme vous l'avez dit précédemment. Et bien évidemment, les thèses soutenues en ce qui concerne Vanessa Alberti sur la presse et sur l'édition, l'imprimerie, disons durant la fin de la période moderne et l'époque contemporaine, avec Laetitia Castellani sur la Balagne rurale et moi-même sur la culture de l'olivier, étaient des sujets qu'il avait véritablement envie de soutenir, comment dirais-je, dans un esprit de communauté intellectuelle. Et je tiens également à rendre hommage à l'ensemble de la communauté universitaire qui, dans ce moment douloureux, bien évidemment de sa disparition, a véritablement agi en communauté d'esprit. Voilà, simplement ce petit témoignage parmi d'autres. Et pour ce qui concerne également l'avenir, le sillon qu'il a tracé, dont tu parlais, Eugène, précédemment, il nous tient à cœur, de façon collective, de poursuivre ce projet d'histoire rurale, d'histoire de l'agriculture de la Corse. Alors nous aurons l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir, mais c'est sans doute un projet qu'il faudra mener à terme. Voilà, simplement un petit témoignage. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages à apporter. Moi, je suis ravi de la publication de cet ouvrage, ce volume de mélange, qui rassemble des communications, des textes de collègues de l'Université de Corse, mais également de collègues hongrois, italiens, qui ont participé à cette publication, parce que Antoine Laurent avait tissé un réseau de collègues à travers l'Europe et notamment à travers la Méditerranée. Et pour ne pas terminer sur alors évidemment, l'émotion, vous ne pouvez pas présenter ce livre sans une pointe, sans un brin d'émotion, hein, parce qu'il nous manque beaucoup. Mais je crois que sans doute à l'université, parce que l'université c'est un lieu où doit souffler l'esprit, et ces forces de l'esprit, pour ma part, moi j'y crois. Je suis vraiment ravi d'entendre les jeunes étudiants qui sont mes collègues maintenant, hein, même s'ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Ce que tu as dit, Denis, me touche beaucoup, et je crois que les études, ces études, le sillon ouvert par Antoine Laurent, je vois ce sillon n'est pas prêt d'être refermé, et je pense que c'est important de poursuivre sur ce chemin, hein, l'histoire de l'agriculture, mais également les travaux dans le domaine, dans son domaine, c'est-à-dire la période, je dirais, la Corse des temps modernes, mais également la Méditerranée, et puis également ces questions qui sont des questions liées au droit, mais également liées à l'agriculture, liées à l'économie, qui lui tenaient à cœur. Moi, je voudrais apporter un dernier témoignage, parce qu'il a été mon professeur, et puis ensuite, il était dans mon jury de thèse, mais également un collègue ensuite. Il était d'une rigueur au niveau de la rédaction des textes. Je veux dire, l'écriture était pour lui, c'était vraiment une maturation lente, hein. Je disais, lorsque j'écris une page par jour, pour moi, c'est
c'était énorme. C'est énorme parce qu'il y avait ce travail sur l'écrit, sur le choix des mots, sur la syntaxe. Et c'était véritablement, moi je revois sa petite écriture, corrigeant les copies, les manuscrits des étudiants. C'était véritablement un travail de bénédictin, d'une minutie, hein, qui fait que quelquefois, et Dominique disait, toutes les difficultés que nous avons eues en 2007, lorsque nous avons commémoré, pas fêté, mais commémoré le bicentenaire de la mort de Paoli, pour sortir l'album Pascal Paoli et les aspects de son époque, de son temps, on a eu d'énormes difficultés parce qu'il fallait pratiquement lui arracher des mains les textes, parce qu'il était un adepte de cette écriture, de cette maturation lente. Il prenait le temps d'écrire, et c'est vrai que c'est aussi une qualité. Hein, dans une époque et dans un monde où tout va très vite, hein, tout va très vite, je crois que l'une des qualités du chercheur, c'est de savoir aussi se poser, réfléchir, écrire, prendre le temps de la réflexion, c'est important. Hein, et je vois qu'il y a ici beaucoup d'étudiants. Je crois que le temps de la réflexion, ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Hein, c'est du temps gagné. Et je crois que pour moi, ça a été une grande leçon aussi, une grande leçon d'humilité aussi. Hein, face aux documents, face aux archives, parce que je suis allé à maintes reprises à Gênes avec lui, travailler à l'archivio di Stato di Genova. J'ai vu et d'autres historiens, Jean-André, Jean-Yves, Antoine-Marie Graziani, les historiens de la maison, de l'Université de Corse, le savent. Cette masse, ce gisement documentaire fait que nécessairement vous avez une attitude qui est une attitude humble, hein, face à ces archives, qui est le travail, j'allais dire, un travail laborieux et qui nécessite, j'insiste beaucoup, l'humilité. Hein, je pense que c'est une des qualités aussi essentielles du chercheur. Voilà. Il me reste à vous remercier. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages. Merci beaucoup et je vous invite bien évidemment à lire et à consulter cet ouvrage. Et a ringraziarvi.